Je m'appelle Noélie, j'ai 22 ans, je suis créatrice d'objets d'art et je suis atteinte du trouble schizoaffectif. Le trouble schizoaffectif, c'est un trouble de l'humeur caractérisé par des phases de dépression et de manie liées aux symptômes de la schizophrénie. J'étais une enfant avec beaucoup d'imagination et beaucoup de sensibilité. J'ai des émotions très très fortes que j'avais déjà un petit peu de mal à gérer. J'étais souvent dans la lune, distraite ou pas les pieds sur terre. À l'école, c'était un petit peu compliqué de m'intégrer. Je recevais beaucoup de violence de la part des autres enfants et j'ai toujours eu le sentiment que quelque chose chez moi dérangeait, sans pouvoir le nommer ou qu'on me le nomme. Quand je suis arrivée au lycée, j'ai développé pas mal de troubles du comportement alimentaire, notamment de l'anorexie. J'ai aussi eu des difficultés pour dormir, dormir longtemps, m'endormir tôt. J'avais aussi des problèmes liés à l'humeur. J'avais tendance à aller du plus bas au plus haut sans vraiment d'explication rationnelle. Je me rappelle d'une phrase que ma mère m'a dit, que j'avais une capacité à toucher le fond et à rebondir, qu'elle trouvait impressionnante. J'ai commencé, à cette période à avoir des hallucinations, notamment visuelles. J'essayais souvent de rationaliser parce que je savais que les choses que je voyais n'étaient pas là. Je pensais que c'était quelque chose qui était normal et qu'en fait tout le monde pouvait expérimenter s'il était fatigué ou s'il y avait, beaucoup de stress. Dans l'année de première, j'ai subi pas mal de violences qui ont pu après, déclencher chez moi du stress post-traumatique sur l'année de terminale et ça a engendré ma première dépression. Le stress post-traumatique, c'est un état qui survient après un événement traumatisant qui peut durer, de plusieurs mois à plusieurs années. C'est une période pendant laquelle on peut avoir beaucoup de revivances, de flashbacks de l'événement en question, beaucoup de cauchemars et beaucoup d'insomnie. Ça peut provoquer des émotions, assez vives, notamment, des grandes tristesses, beaucoup de colère, beaucoup de stress. J'ai vu pour la première fois une psychologue. C'est un premier suivi qui m'a fait beaucoup de bien. En fait, c'est quelque chose dont j'avais besoin de parler avec quelqu'un. L'été qui a suivi l'obtention du bac a été un petit peu compliqué, pour moi à vivre. Comme l'année de terminale avait été, assez compliquée, j'ai eu du coup mes premières pensées suicidaires. Mon entourage n'a pas forcément trop su réagir, à ça. En fait, c'est quelque chose qui les dépassait un petit peu parce que j'aurais jamais vraiment explicité les violences que j'avais vécues. Je cachais ma souffrance. J'ai appris plus tard qu'ils avaient pensé que c'était, une crise d'adolescence. J'ai décidé de m'installer à Rennes pour mes études supérieures. J'ai d'abord été, assez heureuse de commencer ce chapitre de ma vie. J'ai commencé la fac, mais j'ai très vite arrêté parce qu'en fait ma dépression devenait, très handicapante. Je ne trouvais plus, le sens à quoi que ce soit, plus d'intérêt en fait à faire quoi que ce soit au quotidien et j'arrivais pas à apprendre à m'occuper de moi. Le médecin pensait que c'était, simplement une dépression. Du coup, j'ai commencé à prendre, un traitement antidépresseur, et en fait, j'ai eu pas mal d'effets, inattendus. Une euphorie, vraiment intense au bout de seulement quelques jours de traitement. Par exemple, sauter de joie dans mon salon, à n'importe quel moment et j'ai décidé en fait d'arrêter, l'antidépresseur parce que je pensais qu'en fait ça allait super bien et que maintenant j'étais très, très heureuse. Donc, ça c'est une erreur. Il faut jamais arrêter son traitement sans un avis médical. J'ai décidé de m'installer dans un studio. En octobre 2019, ma schizophrénie s'est déclarée. J'ai eu l'impression de comprendre, le sens de la vie. J'ai développé une espèce de complot, contre moi à ce moment-là, à douter de l'existence de mes proches. Que j'étais, littéralement seule au monde, qu'en fait je m'étais imaginé toutes les personnes qui m'entouraient. Je trouvais, encore moins le sens de ma vie en fait. Ça m'a mené à pas mal de comportements, autodestructeurs. J'ai appris plus tard que ce que j'avais vécu à cette période-là, ça s'appelait une bouffée délirante aiguë et que c'était généralement comme ça que la schizophrénie se déclarait, entre la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte. C'est une période où on perd complètement pied avec la réalité, où on doute énormément et où on développe une certaine forme de paranoïa. C'est à ce moment-là que mes hallucinations se sont multipliées et sont devenues, irrationnelles, puisque je les interprétais pas comme des signes de fatigue, mais comme des réalités. Je ressentais en fait, des présences de personnes qui n'étaient pas là ou d'insectes ou de choses comme ça qui étaient très, très angoissantes à vivre, que je n'arrivais pas à m'expliquer, ni à expliquer aux autres. Pendant 6 mois, j'avais plus, de contact, avec le monde réel.
Je n'arrivais plus du tout à prendre soin de moi, à faire ce que j'avais à faire et c'est aussi à ce moment-là que j'ai complètement arrêté mes études. Pendant les 6 mois, de ma bouffée délirante, je n'étais pas tout le temps convaincue de mes délires, en fait, qui sont des idées irrationnelles pour la personne qui les vit. Un des symptômes de la schizophrénie, c'est les crises, psychotiques. Donc c'est des moments, en fait, où, on perd complètement pied. C'est-à-dire qu'on pouvait me prouver par A plus B que j'avais tort, mais je le croirais jamais, en fait. J'étais sûre que, ce que je voyais était réel. Cet appartement était, assez petit et assez exigu, donc c'est un endroit où je me sentais, vite très oppressée, notamment quand j'avais, certaines hallucinations qui prenaient forme dans l'appartement. Ma première crise psychotique, c'est venu, au cours d'une dispute avec, la personne avec qui je vivais à l'époque. En fait, j'avais, tendance à m'expliquer ce que je ne pouvais pas comprendre chez l'autre par des délires. Et c'est des moments où je me sentais, vraiment très insécurisée et en danger, en fait, pour ma vie. Je me rappelle, d'avoir ressenti une peur, vraiment très intense pendant ces crises-là. C'était des crises qui pouvaient arriver, plusieurs fois par jour et qui peuvent durer, jusqu'à plusieurs heures. Ça a été, très compliqué socialement. J'avais beaucoup de mal, en fait, à l'expliquer autour de moi. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, j'avais vraiment honte de moi et j'avais l'impression d'être un fardeau et d'être considérée aussi un peu comme, folle. J'avais le sentiment d'être, seule au monde et de pas réussir à me faire comprendre. Je recherchais des oreilles attentives, mais j'avais tellement honte de ce que je pouvais ressentir que j'arrivais pas, en fait, à créer de nouvelles relations ou même à conserver celles que j'avais déjà. J'en ai jamais vraiment parlé avec mes parents. Comme j'habitais déjà seule, j'ai dû gérer ça un peu par moi-même. Mais comme j'en étais pas capable, ma sœur a été très, très présente pour moi. Elle venait à quasiment chacune de mes crises. La personne avec qui j'étais à cette période a eu beaucoup de mal à réagir à ce changement. Je commençais souvent des crises parce qu'en fait, ça se passait soit mal entre nous, soit il y avait quelque chose qui m'inquiétait et il trouvait pas le moyen de me rassurer. Souvent, il choisissait la fuite. Du coup, il quittait l'appartement, sans rien me dire, ce qui pouvait créer en moi, en fait, un stress vraiment insurmontable. J'avais l'impression que ma vie était en danger et c'était quelque chose d'impossible à gérer seule et j'aurais préféré qu'il y ait des interventions, par exemple, de la part du SAMU ou des pompiers. Ça m'a menée à me mettre, en danger plus d'une fois. Je ne savais tellement pas gérer que je préférais choisir, la fin de tout que je n'avais pas d'autre issue, en fait, à ce moment-là. J'ai fait, plusieurs tentatives de suicide pendant lesquelles, j'avais pas le sentiment que ma souffrance était crue par cette personne. Il y a eu beaucoup de comportements violents de sa part pendant mes crises et aussi dans des situations de la vie courante, dans des lieux publics parfois mais c'était souvent, parce que, j'essayais de le retenir parce qu'il partait et que je me sentais vraiment en danger. Mais en fait, je me sentais aussi en danger quand il était là. J'osais pas forcément en parler autour de moi parce que quelque part, j'avais l'impression que je le méritais en un sens parce qu'en fait, j'avais tellement l'impression d'être un poids et que c'était de ma faute parce que ça faisait ressortir de la violence chez lui et aujourd'hui, je comprends que la violence était déjà en lui et que ça n'aurait jamais dû arriver. J'ai pas su faire face à ma peur de l'abandon aussi, de me retrouver en fait, complètement seule avec ma maladie, avec la certitude que c'était, une raison légitime de me violenter ou de me rejeter. Il y a aussi eu, beaucoup de violences, verbales en fait, par rapport à ma maladie. Il y avait soit un peu, châtiment du silence, donc parfois plusieurs jours sans me parler et ce qui créait en moi beaucoup de stress et j'en arrivais à le supplier en fait de m'expliquer ce qu'il ressentait ou ce qui se passait et je m'accusais beaucoup d'être trop compliquée ou de pas réussir en fait à tout de suite trouver, comment je fonctionnais pour, rendre ça le plus léger possible pour lui parce que j'avais très peur, qu'il s'en aille ou qu'il me violente. Un soir, on avait, une conversation qui a vite dérapé en dispute. Il m'a dit une phrase qui a beaucoup marqué mon rapport à moi-même et mon rapport aux autres, à laquelle je pense encore tous les jours. «Tu as de la chance parce que c'est pas tout le monde qui sortirait avec une schizophrène». C'était à la fois, très réducteur, très stigmatisant, très impactant pour mon estime de moi, parce que ça me «confirmait» entre guillemets que je ne méritais pas mieux que ce qu'il me faisait subir. J'ai décidé d'arrêter la relation à un moment parce que j'arrivais pas à surmonter en fait, les violences qu'il m'avait fait subir. Très vite, ma sœur m'a emmenée, rencontrer des professionnels de santé. Je me suis rapprochée d'une structure qui s'appelle le centre, médico-psychologique
C'est des aides, gratuites, en fait, avec des professionnels. Les places sont assez rares. Du coup, il y a pas mal d'attentes entre les rendez-vous et pas mal d'attentes avant d'être admis, d'avoir son premier rendez-vous infirmier. C'est un parcours qui peut prendre beaucoup de temps et qui peut demander pas mal de courage, notamment dans des périodes de détresse. Dans le milieu psychiatrique, en fait, il y a peu de professionnels et beaucoup de demandes. J'ai été suivie par une psychiatre au CMP pendant 1 an et demi. Très vite, il y a la question du traitement qui est arrivée. On m'a proposé, plusieurs molécules, j'en ai essayé pas mal, mais les médicaments, je ne comprenais pas ce que c'était, je ne comprenais pas à quoi ils servaient. Ce qui fait que ça a été assez difficile, de faire face à la réalité. J'avais un problème, mais on me disait pas exactement ce que j'avais et je devais prendre un traitement, tous les jours. Je pensais que c'était un peu l'unique solution, l'unique béquille que je pouvais prendre à ce moment-là. En fait, il y avait beaucoup d'effets secondaires, à ces médicaments. J'ai pris à peu près 15 kilos en 6 mois. Beaucoup de somnolence, un sommeil, beaucoup plus, profond et moins réparateur qui peut durer jusqu'à 15 heures par nuit. Des problèmes de crampes, de maux de tête, en fait, j'avais pas du tout été prévenue que ça pouvait être, aussi envahissant. J'ai encore répété l'erreur d'arrêter très soudainement mon traitement. J'ai emménagé en colocation, avec, plusieurs amis. En déménageant, j'ai dû changer de CMP. Il y avait beaucoup moins de place. J'ai jamais réussi à rencontrer, un psychiatre. J'ai pu rencontrer, une infirmière. Le suivi a peut-être duré environ 6 mois, jusqu'au jour, où il y a eu un petit peu un débordement de sa part, peut-être parce qu'elle manquait un peu d'empathie, mais en fait, elle m'a dit des phrases qui m'ont aussi beaucoup impactée sur mon rapport à moi et mon rapport au fait que maintenant je devrais vivre avec une maladie toute ma vie. Cette phrase, c'était, que je me condamnais si je refusais le traitement et que j'allais en mourir. J'avais à ce moment-là la force de lui dire que c'était pas ce que j'avais besoin d'entendre. Je trouvais que ça dépassait complètement de ce qu'elle avait le droit de me dire et donc j'ai décidé de quitter le CMP. Et à partir de là, je suis rentrée dans l'errance médicale. J'avais plus que mon médecin traitant pour parler de ma maladie, en fait. J'ai beaucoup cherché, des psychiatres. Soit, c'est des personnes qui ne peuvent pas prendre de nouveaux patients, soit c'est, des structures qui ne prennent pas les pathologies aussi lourdes. Cette errance médicale a duré, environ 2 ans. Du coup, on m'a posé le diagnostic en juillet 2021, au cours d'un rendez-vous avec un psychiatre de garde qui, a lu dans mon dossier que c'était le diagnostic. Ma psychiatre n'avait pas voulu me le dire pour ne pas m'enfermer dans cette case. Au moment du diagnostic, je me suis sentie soulagée. Je me rappelle rentrer chez moi et me sentir plus légère, Ça m'a aidée de savoir que ça avait un nom. J'avais plus le sentiment d'être infantilisée, parce que, j'avais l'impression qu'on essayait de me protéger du mot, mais je ne comprenais pas pourquoi on devait me protéger d'un mot pour une pathologie mentale et pas, par exemple, pour une pathologie physique. Souvent, je me suis sentie obligée, de donner mon diagnostic pour développer de la confiance envers mon entourage. J'avais besoin de le dire pour être sûre que c'était pas un frein, au lien social, parce il y a énormément de clichés, d'incompréhension et de stigmas autour de la schizophrénie. C'est un trouble qui est aussi bien méconnu, dans le milieu médical que dans l'esprit des gens. J'ai moi-même dû surmonter, certains préjugés que j'avais parce que, avant de savoir que j'étais concernée, j'avais une image complètement différente de la schizophrénie. Je pense que ça a été, une forme de choc, pour pas mal de personnes à qui je l'ai dit. Il y a certaines personnes qui ont préféré prendre des distances et le reste du temps, les gens me disaient surtout que ça ne se voyait pas. Je me dis, ça se voit pas à partir de quoi? Sûrement à partir, de préjugés. J'ai souvent été confrontée à certaines réactions de surprise et aussi des questions. Est-ce que tu as plusieurs personnalités, du coup, ou est-ce que tu entends des voix? La schizophrénie, c'est beaucoup plus vaste que ça. Il y a énormément de symptômes, il y a jamais 2 personnes qui ont les mêmes. Puis il y a surtout les hallucinations. Les hallucinations qui sont mises en avant par, les médias, c'est les hallucinations auditives, les voix. Mais tous les schizophrènes n'en ont pas. J'en ai eu à de très, très rares occasions. Il y a aussi les hallucinations visuelles, sensorielles, olfactives. Et il y a aussi, des difficultés sociales, la méfiance envers les autres, beaucoup de paranoïa et du mal, à se connecter aux autres et à accorder sa confiance. Une désorganisation de la pensée, beaucoup d'idées, qui vont dans tous les sens et qui sont très difficiles à canaliser. Il peut y avoir aussi un sentiment de vide chronique, du mal à se connecter avec ses émotions et avec ses ressentis. Il y a souvent cette idée que les personnes schizophrènes sont des personnes, dangereuses, mais c'est loin d'être le cas de la plupart des personnes qui sont atteintes de cette maladie. Souvent, ces personnes sont plus un danger pour elles-mêmes que pour les autres.
La schizophrénie est aussi souvent confondue avec le trouble dissociatif de l'identité. Les schizophrènes n'ont pas plusieurs personnalités. C'est 2 troubles qui sont complètement différents. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent déclencher chez quelqu'un, un trouble schizophrénique, notamment l'hérédité. Donc, on peut avoir plus ou moins de prédisposition, en fait, à développer ce trouble. Et il y a beaucoup, le rapport à l'environnement et aux événements traumatiques. Plus on se sent bien, en fait, dans une période, moins on peut ressentir de symptômes. Donc on va pas toujours avoir la même intensité de souffrance et de symptômes, au cours de sa vie. Je suis atteinte d'une sous-famille de la schizophrénie, le trouble schizoaffectif, qui en fait, mélange les symptômes, psychotiques de la schizophrénie avec les symptômes liés à l'humeur du trouble bipolaire. Les symptômes bipolaires, ce sont des symptômes qui sont liés, directement à l'humeur. La personne peut passer d'une phase, de plusieurs semaines ou plusieurs mois, par exemple de dépression. C'est beaucoup plus difficile, de ressentir en fait du plaisir ou du désir à faire quoi que ce soit. Il y a comme un voile teinté devant les yeux. Enfin, moi, j'ai l'impression que tout perd de sa couleur et que tout perd de son sens. C'est très difficile de vivre dans ces périodes-là. Vraiment, ça prend tout l'espace. Ça peut aussi, faire beaucoup baisser, l'estime de soi. Par exemple, le rapport à l'alimentation, au sommeil. Ça peut être des nuits très courtes ou des nuits très longues. Très peu d'intérêt aussi pour, les interactions sociales ou pour les activités qu'on aime faire d'habitude. Et ça peut mener, jusqu'à en fait, des pensées suicidaires ou des idées noires. Les phases maniaques, c'est l'exact inverse. C'est des périodes, d'euphorie, très puissantes. On a un sentiment de puissance absolue, d'être, invincible en fait et de vouloir tester beaucoup les limites et ses limites. Ça peut souvent mener, à des excès, genre des mises en danger. C'est une période en fait où on a beaucoup de mal à rester en place. Tout le temps envie de parler, beaucoup parler, on dort très, très peu et en fait on a 1000 projets et beaucoup de confiance en soi pour les accomplir. Souvent, je ne me rends pas compte que je suis dans cet état-là. Il est très favorisé, par exemple, en contexte, festif. Je bois un peu d'alcool, très, très vite, je vais devenir hyperactive. Je peux aussi être très irritable parce que je vais être, en fait, frustrée que les gens n'aient pas le même rythme. Du coup, je culpabilise aussi beaucoup dans ces périodes-là. Quand le diagnostic est tombé, j'ai beaucoup, cru que je serais plus jamais capable d'avoir une vie normale. J'ai rencontré une référente handicap, dans ma démarche administrative pour avoir une aide financière, le temps que je puisse accéder en fait à un emploi, qui me convient. Elle m'a dit qu'il fallait que je trouve des moyens de compenser mon handicap. Trouver du plaisir là où j'en ai peut-être moins qu'un autre. J'ai pris du temps, pour moi en fait, pour faire des choses que j'aime faire. Aller au cinéma, aller boire des cafés, réussir en fait à retrouver du plaisir aussi dans le quotidien. Depuis la fin de mon adolescence, je me suis beaucoup tournée vers l'art, sous plusieurs formes. C'est là-dedans que j'ai trouvé, du plaisir et en fait réussir, à exprimer quelque chose qui n'est pas forcément en rapport avec ma maladie directement, mais en fait, qui a été un vrai échappatoire, pendant toutes ces années. Les univers, psychédéliques et oniriques, très colorés, avec des couleurs, très saturées, c'est vraiment ce qui me plaît. À partir de ça, en fait, j'ai créé des objets, un peu déclinés de mon univers graphique. Le but, c'est que tout soit un petit peu dans cet univers, là, en fait, que j'essaye aussi de retranscrire dans la décoration, qui me passionne beaucoup. J'ai fait plein de démarches pour être accompagnée dans la création de ma micro-entreprise, d'artisanat d'art. C'est, créer des objets d'art et après, les vendre, dans des boutiques en ligne ou sur des marchés. J'aimerais être, auto-entrepreneur dans la première partie de ma vie. C'est plus facile pour moi d'avoir, en fait, une certaine liberté dans mon travail. Par exemple, en choisissant, mes horaires ou en pouvant, en fait, travailler depuis chez moi ou depuis le lieu de mon choix, avec les personnes de mon choix et faire quelque chose, en fait, qui me passionne et dans lequel, j'ai pas forcément une pression, sociale extérieure. La maison des personnes, adultes handicapées m'a accordé, du coup, l'AAH, qui est une aide financière. C'est l'allocation aux adultes handicapés. Je l'ai eue parce qu'à un moment, à cause de l'arrêt de mes études, j'ai perdu ma bourse qui était, mon seul revenu. J'ai failli ne plus pouvoir subvenir à mes besoins. J'ai essayé d'avoir une expérience professionnelle. Ça a été un tel stress de camoufler mes symptômes. Ça m'a créé une crise avant d'aller au travail et sous les conseils de mon infirmier, j'ai décidé de démissionner au bout du 3e jour. J'ai jamais, retenté l'expérience. J'en étais pas capable à cette période. L'AAH, ça a été quelque chose, d'assez compliqué à obtenir puisqu'il faut remplir un dossier de 20 pages.
et ça prend, environ entre 6 mois et 1 an et demi, en fait, pour avoir une réponse. Ce qui peut être très long quand on est dans une situation où, l'accès à l'emploi n'est pas envisageable. J'ai fini par l'obtenir en juillet 2022 et je vais la conserver jusqu'en février 2024. J'ai toujours, été aussi très frustrée, d'avoir arrêté mes études et aujourd'hui j'aimerais les reprendre, du coup en design aussi pour, compléter en fait mon projet professionnel et réussir à croire au fait qu'un jour peut-être j'arriverai à avoir un travail comme les autres ou alors trouver des adaptations et des aménagements, pour qu'en fait ce soit viable pour moi aussi. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux par rapport à mon trouble, j'ai appris en fait à commencer à l'accepter, à ne pas me définir uniquement par ça et je ne ressens plus que mon entourage me définit par ça aussi. Je ne ressentirai pas de culpabilité à garder le secret de mon diagnostic, pour moi, si je n'ai pas envie de le confier à une personne de mon entourage. Je comprends que ça fait aussi partie de mon intimité. J'ai appris à rationaliser mes symptômes et à les voir comme des symptômes et pas comme des réalités. Ça a passé par, en fait, apprendre à me connaître. Quand ça s'est déclaré, j'étais assez jeune et donc je me connaissais déjà pas tant que ça moi-même. À m'écouter, à sentir les symptômes monter et à réussir à demander de l'aide parce que je sais aujourd'hui que mon entourage est bienveillant. Ce qui m'a réellement aidée, c'est surtout le suivi avec ma psychologue puisque j'ai trouvé une psychologue, en libéral qui a été très à l'écoute et qui m'a été d'excellents conseils et qui, de la même manière, en fait, ne me résumait pas à mon trouble. On parle aussi, en fait, de plein d'aspects de ma vie, pas uniquement de ma maladie. Je vais essayer prochainement, de reprendre contact avec le CMP, tout en gardant le suivi avec ma psychologue. Mais la question du médicament, est encore un petit peu compliquée. J'ai l'impression qu'en rationalisant, en apprenant à m'entourer et en apprenant à être bienveillante envers moi-même, c'est pour moi, à cette période, plus efficace qu'un traitement qu'on m'impose. Aujourd'hui, je ne cherche plus à me faire du mal, je n'ai plus de pensées suicidaires, j'ai moins de problèmes à calmer mes crises et j'essaye aussi d'avoir une certaine forme de bienveillance. J'apprends aussi à me lancer des défis tous les jours et surtout me récompenser quand j'arrive à faire quelque chose qui peut même paraître en fait, minime. Ça a toujours été très difficile de faire les courses, quand j'arrive à aller faire les courses, je me permets d'être fière de moi. Il y a aussi quelque chose, qui m'a beaucoup aidée, c'est apprendre à déculpabiliser en fait. Si j'ai une journée où j'ai beaucoup de symptômes, où je me sens pas bien, je vais arrêter d'essayer de le retenir, de le camoufler ou de m'en vouloir en fait de ressentir ces choses-là. Je vais plutôt, prendre le temps de me reposer. Je peux pas faire des activités très, très longues. J'apprends à me dire que, ça fait partie de ce avec quoi je vis maintenant et que c'est OK en fait. Je pense qu'en tant que proche d'une personne qui a une maladie mentale, le plus important c'est de rester, à l'écoute, rester bienveillant et surtout chercher à mettre en sécurité et rassurer la personne. Savoir aussi, relayer à quelqu'un, demander de l'aide extérieure et peut-être aussi demander à la personne comment elle veut être aidée. Ne pas hésiter à poser des questions, vraiment aller vers la personne et lui faire ressentir qu'elle n'est pas un fardeau pour l'entourage. J'ai décidé de construire une relation avec quelqu'un d'autre qui m'a prouvé que c'est pas parce que j'ai une maladie que je ne mérite pas d'avoir une relation en fait, saine, stable et où je me sens en sécurité. Aujourd'hui, on vit ensemble, c'est quelqu'un qui sait réagir à mes crises, me calmer ou avoir les bons réflexes. Quelqu'un à qui j'ai pu expliquer aussi avec plus de recul mes symptômes et ce que j'attendais en fait pendant mes crises. C'est simplement en fait de l'écoute, de la bienveillance, me mettre en sécurité, me mettre dans un endroit voilà, où je suis seule, où j'ai pas peur que quelqu'un me juge. Aussi éventuellement faire recours à des médicaments qui m'ont été prescrits en cas de crise. Dans cette relation, je me sens pas résumée en fait à ma maladie. Je me sens de nouveau considérée comme une personne. Après tout ce que j'ai vécu à Rennes, j'ai ressenti le besoin en fait de partir sur un nouveau départ dans une autre ville, un nouveau rapport à moi et aussi un nouveau rapport aux autres. Et enfin commencer à réaliser mes projets parce que je sens que c'est aussi le bon moment pour moi de libérer ma parole sur ce que j'ai pu vivre et aussi d'envisager un avenir un peu plus serein. Chaque personne, peu importe ses difficultés et peu importe ce qu'elle a vécu, mérite d'être entourée.